bonjour, bonsoir, un peu de Bonsoir. ponctualité, un peu de non-galère Bonsoir. technique. Super, vas-y, dis le bonsoir. C'est une intro éclatée comme d'habitude. Bonjour, bienvenue, on a plein de petites choses chouettes à vous proposer ce soir. En particulier, on accueille un habituel, à savoir Maltemo, pour faire un petit peu de veille techno en ma compagnie et aussi donner un peu plus de répondants à nos deux autres invités, aka Jamist et Nabo de Freelabs. On va parler d'un outil qu'ils ont développé, continuent à développer, de à la fois l'outillage, le pourquoi, la raison, mais aussi comment contribuer, comment ça marche en dedans. Vous savez, on va pas juste en parler, on va faire des choses chouettes. Jamist, Nabo, comment allez-vous? Avez-vous passé une bonne journée? Êtes-vous en week-end prolongé? Bah, écoute, ça va. Pas encore. Oui, alors moi oui, lui non. Moi je me prépare pour les nuits sonores à Lyon dans la semaine. Donc j'ai pris 3 jours après cette présentation. C'est ma dernière heure ou 2 heures de travail, on va dire. Bon, c'est un peu Avant le week-end. Avant le week-end. Fort bien, Mais tout va tout bien pareil. sinon. Et puis, merci à toi pour l'invite sur le stream. Avec grand plaisir. Maltemo, la forme? Oui, content d'être en week-end. Fidèle au poste. Exactement. Tu as de très beaux coussins, très cher. Merci, c'est Voilà. gentil. Je voulais le dire, il y a des belles couleurs, on sent que c'est un peu vif et tout, incroyable. Voilà. Fier de ma déco. Il faut. Donc vous l'avez compris, ce soir on va parler de Sécator, on va parler de comment contribuer, on va parler de la roadmap, je présume, et en tout cas on va laisser toute la place à nos deux invités de nous montrer qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, et bien plus encore. On aura sûrement des petites questions tricky. Cher chat, je t'invite à interagir, je t'invite à dire tout ce que tu aimerais voir dans ce tool pour le futur, à dire ce que tu questionne en termes de features, parce que maintenir les choses utiles, c'est là où c'est le plus chouette, et bien sûr à balancer des kudos et des fleurs. Et bien sûr, on enchaînera à la fin de ça avec un petit peu de veille techno, des petits outils rigolos, des petits articles, des petites news et un petit peu de IA, parce que bien sûr, il faut de l'IA. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. All right. Est-ce qu'il y a des trucs qui disent dans le chat? Comme d'hab, je compte aussi sur vous pour les niveaux de son. S'il y a quelqu'un qui est un peu bas, s'il y a la musique qu'on n'entend pas, qu'on entend trop ou autre, c'est votre rôle. Alright, tout le monde est chaud. Eh ben écoutez, sans plus d'attente, si tu as bien ton écran partagé, c'est le cas. Je vais changer de scène et dernière petite question avant de vous laisser partir. Est-ce que vous préférez qu'on interagisse pendant la présentation, au moins pendant l'introduction, ou vraiment qu'on laisse passer l'intro et ensuite ce sera plus interactif? Vous pouvez interagir, on préfère d'ailleurs que vous interagissiez pendant, franchement. Si vous avez des questions pendant, allez-y. Et puis n'hésitez pas à nous couper aussi. Plus ça sera plus interactif, ça sera plus intéressant aussi. S'il y a des questions dans le chat qui sont dignes d'être répondues, on y répondra aussi. Donc allez-y quoi. Ouais, c'est plus simple que ce soit une discussion autour de l'outil pendant la présentation. Je suis assez d'accord, mais j'ai déjà eu des retours sur le fait que soit moi, soit d'autres invités interrompions un peu trop durant la présentation et du coup ça peut casser le rythme. Donc c'est vrai que le juste milieu, on affine hein, avec la durée. Ouais, nous on n'a pas, j'ai pas de problème à être coupé. Je pense que Nabo non plus. Donc, Du coup, c'est une présentation de Sécator en mode discours politique. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Cessez. Right. Peut-être qu'on fait une présentation de qui on est avant ou... Avec grand plaisir. Moi je suis admin 6 à la base, donc j'ai fait 42 l'école de Xavier Niel la première année. Et après j'ai passé un diplôme d'administrateur système et réseau, j'ai bossé en administration et derrière avec Olivier on avait pour projet de monter une entreprise, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on allait créer comme entreprise et on s'est dit la sécurité, plus fun. et du coup voilà, c'est comme ça qu'on a créé Freelabs du coup qui est l'entreprise, on est dans une coopérative exactement de Scope et du coup on fait du pen test avec Freelabs et on utilise Sécator du coup. Il n'y a rien de mieux que de travailler sur son propre outillage pour avoir ses billes à la maison, tout le contrôle ou presque.
C'est clair. Après, le but est aussi que ça serve à la communauté et au plus grand nombre de pentesters, sans forcément que ça soit trop simple pour les scripts KDE et compagnie de l'utiliser. Je me présente rapidement, du coup. Donc, Olivier Cervello, moi je suis ingénieur en électronique à la base, mais j'ai vite viré vers l'informatique. J'ai fait 1 an de mes études aux États-Unis à Chicago. Et puis finalement, je suis resté 4 ans et demi là-bas parce que j'ai fini par être engagé dans des boîtes d'informatique et puis que ça me plaisait. Et je suis revenu en France il y a 4 ans. J'ai fait 2 ans à Paris et maintenant revenu dans ma ville natale à Saint-Étienne. Donc voilà. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Moi, j'ai pas mal fait de développement du coup dans mes boîtes d'infos, même si j'étais DevOps. En fait, je faisais plutôt du tooling pour les DevOps. Donc, en gros, c'est un peu la suite logique. On voulait faire de la sécurité et du coup, on fait du tooling pour la sécurité maintenant. Donc, sans plus attendre, on va vous présenter un peu Secator. Donc, Secator, c'est donc le premier outil qu'on a réalisé en tant qu'entreprise. Attends, bouge pas, je repasse, je rechange de scène. Vu qu'on était en train de parler, je m'étais remis en mode... Ça marche. Vas-y. Pas de souci. Ouais. Ouais, donc, Secator, c'est une command line interface. Donc, c'est fait pour lancer des tasks et des workflows de sécurité. On supporte pas mal de commandes que vous utilisez sûrement tous les jours. Donc, pas mal d'outils de Project Discovery, pas mal d'outils de base comme FF, Grep, Dalfox, Nmap, Searchploit, etc. Et en gros, l'idée derrière Secator, c'est que nous, on s'est rendu compte assez rapidement, n'étant pas du domaine à la base, qu'on avait besoin d'utiliser plus d'une trentaine d'outils. Donc, je pense que ça se compte même en centaines en fait. Et que chacun de ces outils avait ses propres options, ses propres outputs, qu'il n'y avait aucun standard là-dessus, alors que en fait la plupart des outils pourraient respecter les mêmes options 7. Et donc on s'est dit, pour nous simplifier la vie d'abord à nous, on s'est dit que ça serait bien d'avoir un outil qui les regroupe un peu tous, qui soit un peu l'anneau l'anneau du Seigneur des Anneaux, mais de la sécurité, et qui permettent d'augmenter fortement notre productivité au jour le jour. Un autre truc dont on s'est rendu compte, c'est que quand on travaille sur des engagements clients, on lance toujours les mêmes sets de commandes quand il s'agit de la recon initiale. Et que bon, il y a des petits paramètres qui changent, on va dire la rate limit, peut-être les headers qu'on va mettre, les user agents, etc. Mais dans l'ensemble, on va lancer peut-être 10-15 commandes qui sont les mêmes. Ça va être du Naboo, du Nmap, du Nuclei, du Katana, du FF, du Dear Search, etc. Et c'est là où je te pose 2 petites secondes, parce que pour vous donner les petites anecdotes quand même de préparation de stream, je me dis, oui, non mais, il vous manque des outils, mais il y a des choses qui lancent plein d'outils par vague. Écoutez, ça s'appelle Axiom, ça s'appelle Rengine, c'est bien gentil, ou Rengine 2, ou ce que vous voulez. Sur quoi tu m'as répondu très jovial narquois. Les Rengine 2, c'est moi. C'est bon projet. Bon, non, je rejoins un peu, mais le contexte est quand même vachement rigolo. Ouais. Disons que Re-Engine, c'était un peu le premier... parce que bien sûr, avant de développer notre propre outil de sécurité, on a regardé ce qui existait déjà. Et donc, on est rapidement tombé sur Re-Engine et on a trouvé ça vraiment pas mal et tout. Et ça nous a mené à contribuer en fait à Re-Engine dans le temps libre qu'on avait au milieu des engagements clients, etc. Et donc la V2 de Re-Engine a été fortement inspirée par nous. Et donc en travaillant un peu avec Yogesh, qui est le créateur de Re-Engine, on a réussi à sortir cette V2 au bout de 4 ou 5 mois, je pense.
Voilà, et puis je suis aussi pas mal en contact avec Psyray qui a forké Re-Engine récemment avec un petit groupe de contributeurs et qui lance Re-Engine NG pour augmenter un peu les contributions de la communauté et travailler un peu plus rapidement, on va dire. Parce qu'en fait, Re-Engine, c'était un projet perso à la base. Donc c'était pas du tout fait pour être maintenu, qu'il y ait des nouvelles versions régulièrement, etc. Commercialisé même. Commercialisé non plus, hein, mais de toute façon Re-Engine NG non plus est pas faite pour être commercialisé. Mais... Je suis un peu choqué par le fait, on a fait un software mais il n'était pas fait pour être maintenu. Bah, c'est sûr quand on fait des projets perso. Oui, il y en a plein, c'est sûr, il y en a plein. Mais bon, on va dire qu'il était victime de son succès, Re-Engine. C'est clairement une brique manquante à l'époque où on voulait un peu automatiser, un petit peu rendre reproductible, mais les outils offensifs payent ou meurent en fait. C'est ça. C'était un peu ça. Oui, exactement. Et après, à force d'utiliser Re-Engine, y compris la V2 qui était un peu plus optimisée, etc., on s'est rendu compte quand même qu'il manquait des options qui seraient réalistes dans des engagements clients. C'est-à-dire que il y a des fois, on a besoin de modifier les headers pour toutes les tasks. Et puis en fait, il fallait le faire à la main dans un fichier de config. Et que ça devenait trop galère et que c'était plus simple d'utiliser en fait les commandes indépendantes que d'utiliser Re-Engine. Alors après pour le reporting etc, Re-Engine était quand même pas mal, mais c'est surtout le back-end qui pêchait. Et donc c'est là qu'on s'est dit, en fait ça serait bien que Re-Engine soit découplé de son cœur, de lancement de commandes quoi. Et donc on s'est dit on va créer un outil pur CLI, pur back-end, sans UI. Qui fait que lancer des commandes et lancer des groupes de commandes qui vont bien ensemble. Donc voilà l'origine de C14. Et aussi le fait de ne pas apprendre tous les outils par cœur pour pouvoir les utiliser correctement de bout en bout. Quoi. Oui, voilà. Parce que c'était aussi ça, c'était le temps que prend qu'on apprenne à utiliser un outil. S'il faut le faire ça fois 100, ça commence à devenir vraiment un chantier. On fait -rel, en fait c'est pas ça, c'est -rate, etc. Il y a beaucoup de fat fingering. Ouais, et ça a été une perte de temps au début qui était un peu insupportable. Voilà, les outils en Python c'est du -tiret, les outils en Go c'est du tiret. Du -rel, -rate limit, -json, -json-l, ça commençait à être un peu embêtant pour être productif, on va dire, sachant que nous, on vend souvent des pentests qui durent 3-4 jours et qu'en fait, on n'a pas envie de passer un jour à reset-up nos outils, à réapprendre comment ils marchent, à regarder tous les helps pour lancer en fait quelques tasks. Voilà. Donc, ça nous mène à le fait qu'on voulait que C14 ait des sets d'options unifiés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en gros, tous les outils de la même catégorie, on prenait par exemple des faiseurs, donc FE, Feroxbuster, des outils comme ça, vont avoir les mêmes sets d'options qui vont mapper sur les options individuelles des outils finaux. Donc, est-ce qu'on commence à lancer les terminaux là ? Je vous laisse lire l'help. Je pense que ça te va pour la présentation globale ou tu veux... On ne t'entend pas, je crois. Eh bah oui, du coup je parlais dans le vide, super. Let's go. J'avais envie de vous embêter un petit peu Pose-nous d'autres questions parce que peut-être avant le début. Voilà. Oui. Yes. Pourquoi faire un super projet Overengineer plutôt que quelques bons scripts bash savamment appelés ou quelques fonctions ? Et quel est le trade-off ? On sait que là, on met de l'abstraction pour gagner beaucoup de temps et que ce sera rentable sur la durée, ou en tout cas, c'est le pari qu'on fait en utilisant, en adoptant cet outil, mais on va forcément perdre un peu de malléabilité. Est-ce que toutes les options sont configurables ou surchargeables ? Est-ce que les defaults risquent pas de nous tirer dans le pied des fois sans qu'on le sache ? Voilà. Alors, je peux répondre à ta question sur les options. Donc, les defaults vont pas trop nous embêter parce que alors, pour l'instant c'est configurable via des variables d'environnement, mais on est en train de le merger dans la config globale, c'est-à-dire que on est d'accord que chaque
pentester utilise des defaults un poil différents et qu'il va vouloir mettre ses propres defaults dans chaque outil. Donc ça, c'est prévu qu'on puisse modifier les defaults de chaque option. Par exemple, pour Nmap, nous on utilise -sv comme default, mais bon, il y a aussi du -ss, -st, voilà. Donc on a fait des défauts, on va dire, qui nous paraissent raisonnables, mais qui sont quand même modifiables via la config de C14. Et je me souviens plus de ta première question. Oui, pourquoi pas des bons gros scripts bash? Parce qu'en soi, vraiment, vu qu'on fait que de lancer des outils en command line, la complexité de la surcouche peut apporter du gros scale, mais est-ce que c'est pas overkill finalement? Et c'est pas une question troll, c'est vraiment juste savoir pourquoi est-ce que ce choix a été fait. Bash, c'est lent déjà. Ouais, mais l'overhead, vu que tu lances des outils qui vont faire du réseau en vrai. Non, moi je pense plus aux tests, c'est-à-dire que on arrive à avoir des tests d'intégration qui sont sympathiques en Python. En Bash, je vous mets au défi d'écrire des tests d'intégration déjà. Ça doit pas être drôle. Non. Bon, et du coup, du Python qui transpile vers Bash finalement. Oui, voilà, donc ça revient au même. Non, l'idée des tests d'intégration, par exemple dans C14, c'est de voir, par exemple sur un workflow qui contient pas mal de tasks, de voir qu'on a toujours les mêmes résultats en sortie et d'arriver à checker ça avec des tests bien précis. Donc je vous invite à regarder quand même les tests qu'il y a dans C14 qui sont quand même assez poussés. Et puis après la surcharge, le problème c'est que bon déjà Bash, je suis pas fan. Mapper des dizaines et des dizaines d'options en Bash, compliqué de faire une couche unifiée d'options qui mapperait sur chacun de ces outils individuels. Donc oui, on peut avoir des alias pour chacun des outils, etc. Et c'est très bien d'ailleurs, enfin, je vois pas le problème avec ça. Et il y a un autre aspect de ça qui est les outputs unifiés. C'est-à-dire que nous, on voulait quand même qu'il y ait une certaine structure dans les outputs des tools, qui soit du JSON ou des choses qu'on met en database, etc. Mais que chaque tool output toujours les mêmes types d'output. C'est-à-dire que là, en fait, on a une dizaine de types d'output. On va avoir URL, subdomain, port, exploit, etc. Et en fait, ils ont une structure, une data structure bien précise. Et tous les tools, tous les outputs de chaque tool vont mapper à ces structures communes. Donc, je vois pas à première vue comment écrire ça en Bash. Ok, moi la réponse me convient complètement, hein. Juste dire pour la gestion des options, ce serait des shenanigans terribles, pour les tests, c'est chaos, et même pour l'unification des outputs, on sait que ce sera reproductible, mais... Ouais. Bon, voilà, la gestion des new lines, la gestion des formats de fichiers, faire du JQ, du YQ, c'est cool, mais ça a quand même ses limites quand la codebase grossit, quoi. J'ai une question justement pour l'unification de tout ce qui va être sorti. Oui. Vous vous basez sur la sortie standard de type fichier JSON, etc. Ou est-ce que vous prenez l'output direct des commandes? Comment ça se passe? Alors, dans l'ordre... On a des dossiers. on a des petits dossiers, mais... Ça dépend pour quel outil, on va dire. Ouais, dans l'ordre, on prend d'abord ceux qui output du JSON lines, c'est-à-dire des JSON directement sur stdout, parce que c'est simple à parser, que ça transpile direct en dict en Python. En deuxième, on prend les tools qui écrivent un JSON en cours de route ou à la fin de l'exécution, et on va aller chercher le nom du fichier JSON, le lire, mapper la structure, etc. Donc on favorise quand même les outils qui ont un output structuré. Je vous invite à aller voir la doc pour ça, sur quel type d'outils on prend. Je crois que la partie s'appelle Philosophy and Design. Alors, je vais vous montrer la doc vite fait. Donc, la doc, normalement, elle est assez complète. Si vous allez dans Philosophy and Design, vous aurez... Faut que tu zoomes. Faut que tu zoomes masse. Vous qui êtes présent sur téléphone et tablette, on ne vous oublie pas. Ah oui, c'est vrai. Yes, nickel. Ouais, il y a quand même un bon petit 30% en cumulé. Ah oui. Ouais. On est pas mal, c'est bien. Non, ça le fait, nickel.
Donc, c'est cette partie-là. Donc, on a utilisé un peu les conventions dans le soft, donc avec Must, etc. Les outils intégrés dans Sécator doivent être rapides, efficaces, enfin efficients plutôt, bien maintenus et avoir de l'output structuré. Donc, JSON Lines, CSV ou XML, ça passe. Et d'ailleurs, on a déjà des parseurs pour tous ces formats-là. Et après, on a des exclusions pour certains outils qui sont géniaux, comme Nmap. Bon, Nmap a du XML. Hein, Ouais. a du XML, mais l'XML est dégueulasse. Hein. Oui. J'ai passé quand même 5 jours à écrire l'intégration Nmap. Mais le pire, c'est qu'il y a quand même des gens qui se sont chauffés à développer des wrappers pour faire le XML to JSON, sauf qu'il a jamais été merge. Pourquoi? Allô? 2024 appel. Oui, ça, pour le coup, ça fait mal, hein, parce que pour avoir déjà vu la gueule du XML et avoir travaillé pour le parser, etc., c'est pas drôle. Hein. C'est ça, c'est pas drôle. Alors, du coup, je vous invite à aller voir le code. Donc, vous allez dans Sécator, Task, et vous avez l'implémentation de Nmap. Et donc, il doit y avoir carrément il y a une classe juste pour le parsing du XML. Donc je suis désolé pour la taille là. It's okay. Tu peux tège les symboles en haut à droite, ça serait plus sympa. Bien vu. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez long à faire. Et puis après on a agrémenté un peu le parsing avec des choses un peu à nous. Par exemple les versions, des fois elles sont un peu mal mises, des fois les versions c'est --latest, etc. On a essayé de faire un parsing qui respecte Nmap, mais en même temps qui rajoute des choses par-dessus. Ouais, t'as un peu monkey patché pour normaliser, rendre la sortie plus saine, quoi. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est par exemple Nmap avec plusieurs hosts, c'est très compliqué à parser. Donc là, on a pris le pas de dire Nmap, on va le chunker par host. C'est-à-dire que si on lance un Nmap sur plusieurs hosts, on va lancer un Nmap par host et avoir un fichier XML par host, etc. Ce qui est beaucoup plus simple à parser. Voilà. Est-ce que Sécator a pour vocation de faire du spray énorme où tu donnes 15 000 domaines et il lance 15 000 tools en chunkant tout par un? Ou est-ce qu'il a pour vocation de faire du spray single target ou multi-target, mais pas non plus du Hamas, quoi? Il a pour vocation d'être massively scalable. Voilà, donc, et ça vient du fait que pour rien vous cacher, au début de Freelabs, on avait un gros client qui avait beaucoup de domaines et il fallait arriver à lancer des scans réguliers sur ces milliers de domaines en fait, sans le nommer bien sûr. Et donc on a construit Sécator pour qu'on puisse le lancer en distribué, donc d'abord en local, d'abord en CLI, d'abord en librairie. Python, parce que c'est aussi une librairie que vous pouvez importer, l'utiliser dans des scripts en Python, etc. Et ensuite, avec un worker, donc en local aussi si vous voulez, ce qui fait que quand vous lancez un worker en local, vous commencez à avoir des tasks en parallèle, etc. Et les workflows peuvent lancer des tasks en parallèle, par exemple. Et ensuite, donc l'étape d'après, c'est de lancer des workers sur plusieurs machines. Donc derrière, on peut scaler pratiquement de manière infinie en fait. Alors, tout le temps en respectant le plus gros problème, c'est la rate limit, on va dire. C'est-à-dire de ne pas overload des domaines parce qu'on a lancé 100 workers en parallèle et qu'on a lancé des tasks comme des bourrins. J'en connais qu'on fait tomber des serveurs comme ça. Ça va très vite, oui. Soit ça, soit plus critique que ça. Hein. Tu pourris la réputation de ton IP si tu passes par... Chez toi, c'est dommage, tu passes par l'IP de ta boîte parce que tu sais pas encore qu'il faut se méfier et pas faire sortir de n'importe où. Tu pourris la réputation et du coup, tous les mails pro commerciaux passent plus. Il y a vraiment des petites fausses vénères. Hein. C'est clair. Limite, c'est clair. Et au début de la boîte, on lançait pas mal en local et on faisait whitelister notre IP local. Et en fait, on va se diriger vers un truc où on va faire whitelister des VM sur cloud. Donc avec plusieurs workers, etc. Pour prévenir. Joli beau. Petite ferme de proxy résidentielle en sortie à prévoir ou... Maintenant qu'il y a l'option unifiée de set un proxy, autant rentabiliser un peu. Est-ce qu'on a bien le choix?
Pas tant Ouais, avec c'est les ça. WAF mises en commun maintenant. Ouais, c'est c'est ça le problème. Et puis on a aussi des clients qui nous demandent de les scanner de manière anonyme ou plus ou moins anonyme, qui veulent pas savoir d'où ça vient. Ouais. Donc après, il faut se protéger un peu légalement aussi, parce que ils peuvent très bien porter plainte contre des IP qui en fait nous appartiennent. Et puis après, il faut regarder les contrats, etc. Nous, on aime bien quand même faire whitelister un set d'IP dans les contrats, par exemple. Hmm. Malheureusement, rotation c'est tous les nécessaire. 3 mois, truc comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est sur quoi on se dirige plus ou moins. Ok. Donc Je voilà. me pose une petite question Oui, avant qu'on vas-y. aille plus dans le détail des outils. Est-ce que ça vaudrait pas le coup pour, plutôt que de parler sans avoir montré, de faire là un bon gros run sur un domaine ou un... Je sais pas si Ouais. quand vous l'aviez pris dans la démo, mais je me dis Bah, on plutôt que l'a- d'en parler pendant 1 heure. Ouais, on l'avait pris bien incrémental, on va dire, mais on peut Ouais. lancer un gros scan si vous voulez. Donc, Bah, non, après, il on faut- peut faire l'incrémental. Bon, allez, Comme on vous va. préférez. Si vous avez on va déjà faire un petit plan et que l'incrémental. vous êtes rodé On là-dessus, a ça un le petit fait. plan de incrémental. Donc, on commence par l'install, après on fait des tasks. On help, Voilà, on montre un peu l'help générale, etc. Vas-y, les vas-y, installs faites de votre, tools. Voilà, faites votre voilà. plan, il n'y a pas de souci. Mais ça Tant va qu'à la fin, arriver on en assez prend plein la vite. gueule. Le gros scan, il va arriver assez vite. Ne Ouais. vous inquiétez pas. Donc, Royal. pour l'install, alors vous avez plusieurs choix. Je vous laisse regarder le repo GitHub. En local, moi, j'utilise pas mal le Pipix. Donc, Pipix install C14. Ça vous suffit pour l'avoir en local directement. Si vous voulez pas vous emmerder avec l'install de chaque tools que supporte C14, préférez le Docker. Le Docker a déjà tous les tools installés de base. Alors moi j'ai les tools installés sur ma machine donc j'ai pas besoin, mais donc voilà, le Pipix install C14 installe uniquement la librairie en fait, sachant que la librairie est complètement décorrélée des outils qu'elle supporte. Vous pouvez très bien avoir juste la librairie C14 sans FF, sans Nmap, etc. Vous ne pourrez pas les utiliser évidemment, mais vous pouvez, par exemple, si vous avez vos custom tasks à intégrer, vous pouvez intégrer vos custom tasks sans problème et ne pas utiliser les tasks qui sont déjà implémentés par défaut, par exemple. Donc, Il y a du run on demand, par exemple le fait de dire je lance un tool, il n'existe pas, et à un IS, à un prompt près, il l'auto-installe pour le run derrière. il n'y a pas d'auto-install, mais il y a une facilité d'install avec une commande que je vais vous montrer juste après. Ok. Ouais. Du coup, le help, donc je lance le help. Alors, la première fois que vous lancez C14, il va vous créer un peu des trucs. Donc, des directories, le home.c14. C'est là où il y a tout en fait. Donc, il y aura votre config perso, il y aura des templates, il y aura les reports, il y a les word lists, les CVE, les payloads, les ref shells, et après il y a un peu des trucs pour Celery pour qu'il puisse s'organiser lui-même. On a fait ça pour que justement toutes les datas de C14 soient dans le même dossier. Ce qui est un peu commun maintenant de faire ça. Dis-moi. Et il y a aussi les 2 word lists qu'on utilise par défaut. Voilà, il y a aussi des downloads, un peu 2-3 downloads. Alors ça, vous pouvez les bypass si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Il y a un mode offline de C14, en gros, il y a une variable d'environnement C14 offline 1 ou 0 qui bypass les word lists parce que ça download depuis des GitHub. Mais je vais en parler un peu plus de ça. Voilà, et donc après, une fois que vous avez installé C14, si vous n'avez pas les tools, vous pouvez installer les tools avec cette commande. Je voulais dire un truc. Bon, et déjà là, il y a le help basique Oui. qu'on a que t'as pas du tout parlé, mais du coup, on a toutes les tasks, les workflows, les scans, le worker, qui sont tout expliqués avec les alias en conséquence, du coup, pour pas avoir à taper workflow, etc. Voilà. Ouais, je n'utiliserai pas les noms longs. Short end. Ah non, Voilà. pas les longs. Non, Ok. j'utiliserai que les shorts. Parce qu'en fait, si vous l'utilisez un peu, vous allez voir que vous allez utiliser les shorts tout le temps, parce que sinon c'est trop long, quoi. Après, souvent, c'est la première lettre de la commande, ça se fait pas mal. Voilà. Ouais, Tu t'as dit que tu serais que les shorts. Est-ce que tu as Ouais. le -h maintenant? Non, j'ai pas le -h encore. Ah, Alors terrible. le -h c'est compliqué en fait, parce que Click l'intègre par défaut et que je sais pas, ils veulent pas que Faut j'overload. arriver à release le hook de clic pour le choper à ton niveau. Ou, Exactement, il faut overrider la classe de commande de Click. J'avais vu un workaround un peu dégueulasse, mais qui fait le taf. C'est juste
très tôt, enfin, genre le plus tôt possible, avant même d'importer clic, tu regardes ou si tu as un tirage dans ta command line, tu le replaces par -help. Oui, je C'est pense transparent qu'on et va dirty finir par fix, faire ça. It works. Ouais. Alors, sachant que toutes les autres options ont un short flag. Il y a vraiment que le help qui n'a pas de short flag. Ouais. Mais je me tâtais carrément à faire une issue sur Click et à leur ouais, dire c'est un beau jeu, d'ajouter ça, quoi, parce que ça me paraît logique en fait. Donc voilà, alors maintenant je vous montre un peu le Install Tools. Donc le Install Tools va installer tous les outils. Donc va vous demander votre sudo password parce qu'il fait parce qu'il fait des sudo apt install pour certains outils. Alors pour la plupart des outils, c'est pas du sudo apt install, c'est de la release. Donc il va direct chercher les GitHub release pour votre plateforme sur laquelle vous êtes en train de tourner. Et il download la release et il l'unpack par défaut, .local/bin, sachant que vous pouvez modifier ça en utilisant la config de C14 dont je vous parlerai un peu après. Donc, vous pouvez modifier là où s'installent les outils, vous pouvez modifier là où est le home directory de C14, vous pouvez tout customiser dans C14. Petite question d'implème. Tu passes par le local bin parce qu'il est déjà dans la passe pour pas qu'il faille la customiser, ou tu t'es quand même posé la question de mettre tout dans un .c14/bin en suggérant une modification pour pas aller polluer le pass je me suis posé la question, mais en général, le problème c'est qu'après il y a une étape d'ajouter au PAF. Ouais. Donc par défaut j'ai mis .local bin. Si vous pouvez changer et mettre juste après l'install, en fait vous pouvez faire un c14 config set, ça doit être dirs.bin et vous changez le bin directory, quoi. De tête, c'est beau jeu. Ouais. Et je l'ai fait il y a pas longtemps. Petite question aussi, est-ce que du coup toutes les reels que vous téléchargez, il y a un check d'intégrité ou pas du tout? Non. Je ne fais que poser la question. Pas encore. Alors Okay. il va falloir que je me demande pour l'automatiser. En fait, je sais plus si sur GitHub par défaut il propose le fait de pouvoir donner un. Je pense que ça va être compliqué. Je pense pas que ce soit très simple. C'est très peu standardisé. Il y a, mais c'est peu standardisé par rapport au release file. D'un projet à l'autre. C'était pour vous taquiner, mais t'as raison. J'étais juste curieux. T'as raison en soi. Après, on propose le Install Tools parce qu'on est gentil, quoi. Parce que en soi, on attend quand même des pentesters d'avoir leurs outils déjà installés, d'avoir leur Kali, tout setup, et d'avoir les dernières versions des outils installés. Sachant que C14 pour l'instant fonctionne avec les dernières versions de chaque outil. C'est-à-dire qu'on est un peu sur le edge que dès qu'il y a une version qui est release et qui break l'output, par exemple, on va faire les modifs tout de suite. On n'a pas de version pinning sur les outils. Donc en gros, on attend que ça break dans les tests, si tu veux. Et quand ça break, on fait des patchs et on lance une nouvelle version. Et du coup, par exemple, si moi, par exemple, je travaille sur Debian et j'ai un GoBuster dessus, le GoBuster, de mémoire, c'est une version très ancienne sur Debian. Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce qu'il vaut mieux que je l'installe mano? Aucune garantie que ça marche. Ok, c'est vraiment que les dernières versions. Ok. Ouais. En fait, ça dépend d'eux. Enfin, ça dépend d'eux. Si tu veux, le truc, c'est par exemple l'autre jour, HTTPX a fait une update et en fait, ils ont cassé leur JSON d'output. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une update majeure, ils ont fait un patch. Et dans le patch, ils ont enlevé un fil dans le JSON et ils en ont renommé un autre. Et pour moi, c'est interdit de faire ça. Enfin, normalement, tu es censé sortir une version majeure quand tu fais des trucs comme ça. Des breaking change, du dev, des gens qui font les choses proprement. On fait ce qu'on peut, on n'est pas. Et ça, c'est Project Discovery. C'est Project Discovery. On parle pas de. Voilà. Project Discovery, ils font des outils incroyables pour le mode librairie. Moi, petit coucou à Sika qui s'est pété les dents sur la librairie de Nuclei et Katana de mémoire, avec des petites PR qui vont bien. Il a râlé et ça c'est. On s'est pété les dents aussi sur Nuclei. Ouais, surtout que Nuclei lance des centaines de milliers de templates là, et il faut choisir en fait. Si je vous conseille un tous truc ceux de avec Fuzz, ils sont extrêmement lents. Ouais. Il y a plein qui langues. Ouais, c'est clair. Petite question, je reste sur la partie. La question de Mathéo m'a fait penser à un truc. Vous installez les tools des GoRelease selon vos dépendances. Et est-ce qu'il y a quand même moyen de dire si GoBuster par exemple est installé sur le Debian mais avec une version trop lente, vous l'installez dans le local bin
donc pas de sécator, mais en tout cas le local bin via sécator. Ouais. Et si vous le lancez en spécifiant ce répertoire, il n'y a pas moyen d'aller ne pas être en conflit avec celui du système suivant je crois l'ordre de la que- place, et au moins surtout ne Je me suis Voir battu comme avec ça. faire tomber en marche. C'est prévu si tu veux, mais pour l'instant ça remplace le binaire, donc faites attention. Ok. Voilà. C'est à vos risques et périls. Si vous voulez pas vous emmerder avec ça, utilisez Docker quoi. Mm. En gros, c'est un peu ça l'idée. Après, je pense qu'à terme, on va proposer un truc du genre s'il existe déjà, est-ce que vous voulez le remplacer ou pas quoi. On va dire que c'est une feature qu'il faut rajouter. Si vous voulez la contribuer d'ailleurs. Voilà, donc on continue. Alors ensuite, donc une fois qu'on a tous les outils installés, on peut lancer un petit Sécator Elf qui va vérifier un peu que tout est bien installé. Donc là d'abord, il y a la version de Sécator, elle vous dit si c'est latest ou pas. Si c'est pas latest, vous pouvez faire un Sécator Update pour la mettre à jour. Donc ça, en fait, ça fait un pipx install-force. Donc ça remplace votre pipx, votre install pipx par votre sécator par la nouvelle version. Ça c'est les add-ons, donc j'en parlerai un peu après. Pour l'instant c'est pas trop nécessaire, mais en gros c'est des librairies en plus qu'on voyait pas faire partie du cœur de sécator. Sachant que nous on veut garder quand même un set de dépendances minime pour le cœur de sécator parce que c'est censé être pouvoir utilisable en librairie. Donc on veut respecter un peu le zen de Python et compagnie et dire que voilà, on n'installe pas des dépendances qui servent à rien à la trois quarts des gens et qui vont servir qu'à une minorité de power users. Voilà. Mais je vous montrerai après à quoi servent les add-ons. Ensuite, il y a les langages installés donc, qui servent bien sûr dans Sécator, enfin qui peuvent servir dans Sécator. Alors, pour l'instant, on a un install lang qui permet d'installer Go, Python, Ruby, etc. Je pense qu'on va le déprecate parce que honnêtement, c'est censé être à la charge du développeur d'installer ces langages. Alors pour l'instant, on a la facility Sécator install lang, Go, Python, Ruby, etc. Et en fait, c'était pour faire des Go builds. Et après, on est passé au binaire directement et on n'a plus besoin de faire des Go builds. Donc par exemple, le Go là, ça sert à rien. Mais bon, il check quand même que c'est installé, que c'est la bonne version. Alors, Après, si par exemple, si on vous voit installez couper dans le si vous installez Katana dernière version et que attends. Non, je dis on voit un peu dans le chat Miss for the win, et en effet, t'inquiète pas, Oui. Vadrin, je les ai déjà pas mal embêtés avec ça, et on en discutera après. Écoutez, Voilà, roadmap, peut-être qu'on rajoutera un misuse ou un truc comme ça à la place des installs. On verra ce qu'on fait. D'ailleurs, je prendrai ton avis là-dessus parce que t'es bien plus au courant que moi sur ces choses-là. Surtout créer un chan avec JDX qui est adorable. Voilà. C'est aussi rapide et efficace. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus, hein, mais la plupart des installs d'outils maintenant c'est du binaire ou c'est des apt install, sachant que pour l'instant on supporte pas trop les autres distribs, donc voilà, il y a des outils par exemple, il y a des installs qui vont fail si vous tournez sur macOS ou si vous tournez sur ARM, mais c'est pas grave, enfin, en gros le Elf vous le dira et vous pouvez les fixer à la main. Voilà. C'est pas censé être un tool manager Sécator, hein. C'est censé être un wrapper autour des tools existants. Et Voilà. je vous interromps une seconde. Est-ce que vous avez trouvé l'erreur dans la page actuellement? Il y a un Charlie qui s'est glissé dans la page. Ouais, don't move. Alors, ça, Explorer GP, Caridi? Non, ça marche. Il s'est Moi dédoublé, je Charlie. je le connais. DNSX? Ouais. Oui. Alors DNSX, c'est parce que l'implémentation est divisée en deux classes. Ouais, il a un DNSX brut et un DNSX. Il y a deux softs en fait dans DNSX. D'accord. En fait, il y a une sous-commande de DNSX et on supporte pas les sous-commandes, c'est ça. Donc Ok. on a deux classes en fait qui wrap DNSX, il y a le DNSX classique et le DNSX brut. Et en fait là il loupe les classes et ça c'est le nom de la commande, donc il le met deux fois. Ok, ça marche. Voilà. Non, t'inquiète, je taquine. Non, mais t'as raison de. Il est bien. Il est ouais. Un œil de lynx. Allez, on continue du coup parce que vous voulez sûrement voir des runs là. Installe tout le-
Donc Très le chaud. install tools on l'a fait. Il y a le install add-ons et on en parlera un peu plus tard. Install add-ons qui permet d'installer des librairies supplémentaires dans l'environnement Pipix ou peu importe votre environnement. En fait, ça prend l'exécutable de Python que vous utilisez dans Ccator et ça installe des trucs avec pip en plus. Si, mais je peux le montrer maintenant à la limite. Disons qu'on va Ouais. installer, le worker, on en aura besoin tout à l'heure de toute façon. Donc, Ah on putain, installe j'avais le demandé une worker. démo worker. on va la faire, t'inquiète. Excellent. Voilà, et donc quand on installe le worker, il installe les librairies, c'est eventlet et JEvent qui permettent de faire tourner un worker, donc c'est des event pools ça s'appelle. Et après il installe aussi un flower qui permet de monitorer Celery et un Prometheus client, etc. Enfin, des librairies dépendantes. Et à la fin il te donne un petit next steps où il te dit ce que tu peux faire avec cet add-on en fait. Donc là en gros il faut lancer un Ccator worker. Après, tu lances une task, ça le lance dans le worker. Et après, si tu veux aller plus loin, tu peux faire un broker Redis, broker backend pour Celery, pour ceux qui connaissent. Ok. Et j'expliquerai un peu plus tard. Petit- Ça, je pense. Ok, j'allais dire petit temps parce que je commençais à me dire est-ce que on parle de workers locaux, est-ce qu'on parle de là un worker pour se rattacher à un master et pouvoir prendre des tasks. Non, Donc c'est je un pense que worker ça sera local. dans la démo de tout à l'heure, local. Ouais. Mais je vais vous en parler quand on parlera des workers. Mais, Si, je l'ai fait tous. Si, je l'ai fait tout à l'heure tous. Ça, c'est ça. Ah oui, pardon. Donc l'install des tools, c'est bon. Donc après, on commence à utiliser Ccator. Donc le premier truc que vous tapez, c'est help. Voilà, vous avez vos trucs. Si vous voulez regarder la liste des tasks, Ccator X, il vous donne la liste des tasks. Donc ça, c'est un alias pour Ccator X help, c'est la même chose. Donc là, vous avez toute la liste des tasks, les catégories et une description de chaque task. Avec, tu vois, DNSX 2 fois, sauf que là, c'est DNSX et DNSX brut, du coup. Et, Me voilà rassuré. D'ailleurs, il y a un petit bug de description là. Ah ouais. Ce sera un petit patch. Et après, vous regardez la liste des workflows. Donc c'est pareil, mais Ccator W pour workflow. Si vous voulez vraiment vous embêter à taper tout, vous pouvez taper tout. Et là, vous avez une dizaine de workflows pour l'instant. Mais c'est fait pour être contributif. Donc nous, on en a mis 10 qu'on utilise très souvent pour nous. Alors c'est même plus de 10, c'est peut-être 12. Mais le but, c'est d'en rajouter au fur et à mesure un peu à la Nuclei template, si vous connaissez. L'idée, c'est que la communauté contribue ses propres workflows de sécurité et qu'on fasse comme ça, tous ensemble, une petite librairie de workflows qu'on utilise tous gaiement. Et on espère que ça deviendra aussi successful que Nuclei template. Bah clairement. Donc, Surtout pour l'instant, on pour n'a les- pas split le repo encore. Pardon, je t'ai coupé. Je disais ouais, ce successful, clairement on y croit, surtout si vous arrivez à faire les mêmes levées de fonds que let's go. Ah oui. Et tu n'as pas. Est-ce qu'on peut revenir sur la définition de task, de scan, de workflow? Parce Oui, que bien sûr. il y Ouais, a, bien sûr. je suis d'accord qu'on scanne quelque chose, genre un asset, une URL, mais quelle est la différence entre un. Ok, task sur un outil, scan c'est plutôt sur une ressource et lui va décider un set d'outils. Dans ce cas, c'est quoi la différence par rapport à Alors, un task, workflow qui. Ça, c'est les options. task, C'est les ça outils. va être chaque commande qui est intégrée à Ccator et dans le futur, parce qu'on prévoit de faire ça, aussi les modules en Python qu'on intégrera à Ccator. Ok. Donc là, ça sera, si vous lancez un Nmap, vous le lancez via Ccator, il va vous mettre des default options qui vont bien. Et en fait, là, le wrapping de base permet donc l'input-output unifié, les options par défaut, et des trucs un peu qui facilitent la vie. Par exemple, pour les fuzzers, FF et Ferrous-Buster, on a une word list par défaut. Donc vous pouvez lancer Ccator X FF sur une target sans utiliser de word list, et par défaut ça utilise Boom Fuzz. Mais si vous voulez configurer, ça c'est toujours pareil, si vous voulez configurer les word lists par défaut, vous pouvez via la config en fait. Donc Ok. voilà. Habile usage de rich text, je présume. Oui. Oui. Nice. Rich, Ok, donc tout ce qui est task, notre c'est le meilleur one ami, shot. comme librairie. Clairement. Ouais. Donc tout task, c'est tout ce qui est one shot sur un outil ou un script pour le ça. futur. Ok. Exactement, c'est one shot. Et les workflows, c'est des ensembles de tasks qui tournent alors soit les unes après les autres,
Ça, c'est un peu le mode de base. Et si vous avez un worker qui tourne, ça peut tourner en parallèle si vous l'avez bien configuré, enfin si vous avez bien mis dans votre workflow que ça doit tourner en parallèle, quoi. Donc un workflow, ça peut faire tourner par exemple 3 faiseurs en parallèle, Feroxbuster, FF et un autre. On a un autre? Non, il n'y en a pas d'autre. Hein. Si, Dear Search. Dear Search, ouais. Ouais. Ah bah si, mais c'est écrit en plus. Je comprenais pas ce que tu cherchais. Mais c'est parce que pour moi, c'est déjà des precated, ça doit être des tags, ça doit pas être des catégories comme ça. Ah, ok. Ok, et du coup, la différence entre un scan et un workflow? Et un scan, c'est un ensemble de workflows qui tournent les uns après les autres. Donc, le workflow est déjà un méta-scan. Ouais. Voilà, c'est ça. Et le scan est déjà un méta-task. Non, c'est l'inverse. Workflow, c'est un méta-task et scan, c'est c'est un méta-workflow. Ok, Voilà. nice. Sachant que les scans, vous en avez pas beaucoup du coup, parce que c'est des trucs qui lancent beaucoup de choses. Donc un scan domaine, ça va vous prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Enfin, ça dépend du domaine et des TLD, ouais. Ça dépend de votre rate limit après, hein, mais ouais. Ça peut être long. Pour l'instant, scan, on s'est concentré, on a dit domaine, ça va faire ça va lancer des workflows de subdomain recon, ça va lancer des host recon sur chaque sous-domaine, ça va lancer des crawling sur chaque sous-domaine, etc. Enfin, même pas des crawling, je crois que ça regarde juste la page du sous-domaine, si elle est up ou pas, enfin s'il y a un serveur web qui tourne sur... Est-ce que vous avez quelque chose dans la renew, dans la doc, qui donne une forme de graphe, un peu le système de tasks de workflow, mais aussi pour un scan donné, quels sont l'ensemble des sous-actions qui vont être prises? Parce qu'en texte, on le voit, on comprend. En graphe, ça doit être assez... Pas dans le doc. Alors, le graphe est prévu, c'est une feature qui est prévue. Ça va être génial, ça, pour voir un peu... Ouais, d'ailleurs, elle y est déjà, si vous voulez la tester. Une PR qui traîne. Add Workflow Tree Visualisation, vous pouvez regarder ça. Elle passe pas pour l'instant. Contributeuse, bonsoir. Bonsoir, c'est ça. N'hésite pas à la balancer dans le chat. Normalement, je t'ai envoyé le lien, je peux le renvoyer avec plaisir. Sinon. Avec plaisir. Mais c'est vraiment fait pour. Donc, ça roule. Feel free. Ah merde, je suis pas co sur Twitch, attends. ou dans le Discord, je le rebalance. Hein. Ouais, je le mets dans le Discord, tu vois. Works. Yes. Là, il sera fait avec du Mermaid ou du... C'est quelle bibliothèque je connais pas Mermaid, mais c'est une très bonne suggestion. Je sais même plus ce que j'ai utilisé. Après, Mermaid, en l'occurrence, c'est pour du web, donc c'est dans le terminal, oui, ok, my bad. C'est du terminal print avec Reach un peu dégueulasse, j'avoue. C'est peut-être pour ça qu'on l'a pas mergé pour l'instant. D'accord. Ouais, ça, c'est GPT, ça. D'accord. J'avais pas envie d'écrire une fonction qui imprime des arbres. Donc voilà. C'est normal. Je comprends. Donc là, si vous voulez voir ce qu'il y a dans les workflows et tout, par contre, vous pouvez aller dans Secator configs, workflows, et là, vous avez tous les workflows, c'est des YAML en fait, les workflows. Donc, si je veux regarder ce que fait le subdomain recon, par exemple, je vais là-dedans. C'est pas le meilleur exemple, je vais prendre le host recon, parce qu'il y a des commentaires. Et donc, dans ce workflow, vous avez toutes les tasks qui sont exécutées. Donc Nabu, Nmap, HTTPX, et après un groupe de tasks qui tournent en parallèle de nucléi, donc 2 nucléi, un nucléi qui gère le network et SSL, donc c'est des tags un peu particuliers, et un autre nucléi qui fait les URL et qui exclut des tags qui prennent trop de temps, etc. Comment tu fais pour, au sein d'un workflow, donner l'output d'un outil en input à un autre, si c'est fait pour, pas fait pour? Oui, c'est fait pour. C'est ce qu'on appelle des targets dynamiques en fait. Okay. Donc là c'est le target que tu vois ici. Alors c'est peut-être un peu deep pour tout de suite, mais si tu peux aussi clairement passer dessus et dire t'inquiète pas, c'est prévu, ça marche. Voilà, c'est prévu, ça marche, t'inquiète pas. Mais tout fonctionne par target quoi. Voilà, en gros tu spécifies les targets en fonction des résultats d'avant, sachant que les résultats sont maintenus dans un back-end et que tu peux accéder à tous les résultats d'avant. Donc si dans HTTPX tu veux accéder à tous les ports d'avant, c'est ce que je fais là. Je récupère tous les ports, je les formate pour qu'il y ait bien le host qui apparaisse devant et je teste ça avec HTTPX. Donc dès que tu as un S quelque part, globalement ça te fait du for each, je présume. Ouais, c'est même pas du for each parce que la plupart des outils utilisent déjà ont déjà du multi-target en fait.
Donc, oui, si, c'est un for each sur les résultats, t'as raison. Ouais. T'as raison. Mais après, on compile donc tous les résultats dans un set de targets, un fichier avec des targets, et on lance l'outil sur le fichier avec des targets. Voilà. S'il y a plus de X targets, on va splitter, et c'est là qu'on commence à aller dans le distribuer, etc. On chunk en fait. Donc par exemple, si Nmap est lancé avec 10 targets, il y aura 10 Nmap qui tournent en fait dans le workflow final. Un par target. HTTPX, je crois que la limite par défaut, ça doit être 100. Le chunking par défaut, la chunk size, je sais plus. Mais vous pouvez la configurer de toute façon, la chunk size. Ouais, De bref. toute façon, il suffit de faire ça. Vous avez tellement dû galérer entre les hosts qui split par 1000. nombre de requêtes, ceux qui split par domaine, ceux qui split par Ouais. passe. Oui. Hmm. Mais ouais, la plupart des outils récents, on va dire, c'est pour ça qu'on se concentre quand même sur des outils maintenus, récents, etc. Ont compris qu'il faut supporter le multi-target et qu'il ne faut pas faire des trucs bizarres avec les inputs, quoi. Et que dans les outputs, c'est bien aussi que ça soit par target, soit que chaque JSON line ait la target dedans et que ça soit parsable. Et tant que c'est parsable, on arrive à le faire. Quand tu dis ça, je commence à penser à un système horrible où ce serait pas pour du web ou de la recon comme ça, et pour du fuzz, où t'as un CK fuzz qui lui va te lancer un coup de AFL++, un coup d'AFL Vanilla, un coup de Manoul, un coup de plein d'outils de fuzzing, mais Ouais. la manière dont ils prennent leurs inputs, leurs corpus qui sont spécifiques à chacun, des fois avec un fort non. Ah. Stop. Bah, Écoutez, c'est pas grave, on va faire des virtual file systems, ça va bien se passer. D'où sécator. Ouais, bah, c'est surtout pour ça que ça nous a saoulé d'utiliser les outils un par un, en fait. C'est que bah ouais, les inputs sont toujours différentes. Il y en a qui supportent des fichiers, d'autres non. Les options des fichiers sont toujours différentes. Les inputs, c'est -u, -url, -host, on sait jamais. Dans Secator, il y a un truc que je peux placer maintenant là, c'est que les inputs, donc les targets, sont toujours le premier argument après la commande. Donc si vous lancez un HTTPX, vous lancez direct avec votre target derrière. Donc test.php.vulnweb.com. Et bah du coup, je lance la première task et j'ai oublié de faire le utile dans mon Mais c'est ça, l'idée c'était aussi de se prendre la tête une fois avec Secator, pour plus prendre la tête derrière avec tous les outils C'est ça. qu'on goûte pendant le travail, quoi. Donc là, voilà, j'ai lancé un HTTPX avec testphp.vulnweb.com. Et donc là, j'ai ma target qui est en fait le premier argument juste après le nom de la commande que je veux lancer. Et ça sera toujours comme ça. N'importe quelle commande que vous utilisez, il n'y aura pas de -u, -input, -l, je sais pas quoi. Ça sera toujours la target juste après, ou la target ou le set de target. Donc là, vous pouvez très bien en rajouter. Donc comma separated, c'est supporté. Input les STDN fichiers. aussi, je présume. Fichier supporté, ouais, c'est ça. url.txt, vous pouvez foutre un url.txt ici, là. Et vous pouvez aussi le lancer comme ça, et là il attend sur stdin. Donc là, si vous faites un echo... Par contre, il y a un branding à faire pour l'outil parce que Secator-X, c'est quand même un peu long encore, et je pense qu'on pourrait genre faire un alias sex. Alors. HTTPX et envoyer directement les C'est marrant targets, qu'il ça. dise ça. C'est vrai, à la base, Si vous l'outil, l'avez. je vous donne un petit, un petit truc. À la base, l'outil s'appelait Sexy. Oh, ok. Voilà, mais on a changé parce que c'est pas très pro et que. Bah, pour le brander et le vendre derrière, enfin le Et vendre. pour le SEO Un accès SaaS aussi, ou autre. c'est chiant parce que vous tapez Sexy sur Google, je vous laisse le faire. Vous savez Ouais. pas. Courage. Ah, Et tu vois, on, les après, on l'a brandings. renommé Sexy SECSY. Ou SECXY, je me souviens plus. Ouais. SCXY. XY, voilà ça. Et en fait, pareil, en fait, il y a plein de gens qui ont des gros doigts et qui tapent sexy avec un C et ça sort quand même sur Google, ça sort quand même tous les trucs. Après, Sexy GitHub, peut-être qu'il y a moins de résultats Ah, embêtants, mais Bien sûr. mais même comme ça, je suis pas sûr. Le On va truc pas le pour taper en Skype, live. Pornhub.com. Ouais. Enfin bref.
Du coup, le stdin fonctionne pareil. Donc, vous pouvez faire du echo, du cat.urls.txt, pipe. Ce qui veut dire qu'on peut aussi piper. Des trucs dans Sécator et on peut aussi piper des commandes Sécator entre elles, ce qui est très pratique pour certains use cases. Alors, je vous conseille, si vous finissez avec des pipes de 1000 km, de faire des workflows en fait. Enfin, c'est le but des workflows, quoi. Voilà. Alors, il y a un truc que je voulais faire. Après, j'ai l'impression que des pipes de 3 km, souvent on les fait parce que on sent qu'il y a de la modification à faire à chaque fois. Il y a un petit détail, il y a une petite option en plus, une petite option en moins. Et est-ce que du coup, quand on arrive à faire son workflow Sécator, la modification reste assez rapide ? Par exemple, est-ce qu'on peut faire un workflow et juste laisser une petite place pour avoir une injection d'options à un endroit pour que ça reste flexible ? Oui, bah je vais vous montrer les workflows juste après. Ils ont tout prévu. Ils sont forts. Enfin, en gros, c'est pour ça. En fait, j'ai pas montré le help des tasks, par exemple. En fait, le help des tasks, vous allez avoir toutes les options catégorisées. Donc, par exemple, les exécutions options, c'est les options, on va dire, top level. Donc là où vous passez des drivers, vous dites si c'est sync, si c'est exécuté dans un worker ou synchrone. Les output options, ça va être les exporteurs que vous voulez. Donc par exemple JSON, CSV, Google Drive, Table, etc. D'ailleurs, on n'a pas parlé tout à l'heure dans l'output, mais il y a aussi un plugin Google Drive. Ouais. Du coup, qui va upload directement sur Google Drive les résultats. Yes, on montrera ça. J'ai hâte de voir des gens mettre du Sécator dans leur cloud, un truc qui est là pour manger toutes les options du monde avec des creds Google Drive à côté. La feature est là, mais j'émets quelques réserves quant à la judiciosité de couper les deux outils l'un à côté de l'autre. Bon, nous, en fait, on l'a intégré parce que on travaille sur G-Drive et on voulait que les rapports ils soient là. Et après, on s'est ravisé un peu parce que en fait, la localisation, la localité des données, tout ça. Et en fait, maintenant, on garde les rapports chez nous. Donc, vous utilisez à vos risques et périls si vous le faites sur votre domaine, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Mais pour continuer sur les output options, là, du coup, vous avez d'autres trucs high level, donc output, donc workspace, JSON, orig, raw, show, format. Je m'attarde pas trop pour l'instant parce qu'on a encore beaucoup de trucs à couvrir. Les méta-options, c'est donc les options mutualisées. Donc là, par exemple, pour HTTPX, les options mutualisées, ça va être retries, méthode, les headers, le délai, follow redirect, la rate limit, etc. Et ça, c'est mutualisé avec plein d'autres outils. Et du coup, quand vous lancez un workflow, ces options-là, elles vont aussi pop en méta-options et elles s'appliqueront à chacun des outils individuellement. Donc, tous les outils de fuzzing, par exemple. Tous les outils de fuzzing, ils ont les mêmes méta-options. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ensuite, les classiques qu'on trouve partout. Bah oui. Et en fait, chaque outil les implémente avec des noms différents et tout, mais en fait, c'est les mêmes. Alors, des fois, il y a des petits problèmes. Par exemple, le timeout en millisecondes ou en secondes. Mais on a prévu aussi ça. Ouais. Et ensuite, dans la dernière section d'une task, vous avez les options de la task qui ne sont pas mutualisables. Donc, par exemple, pour HTTPX, vous avez le screenshot, les stores réponses, le système Chrome, etc., etc. Et donc ça, en fait, si vous faites la même chose avec un workflow, vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer un workflow avec des méta-options qui vont s'appliquer à chaque task à l'intérieur des workflows. Et donc, vous avez besoin de les spécifier qu'une seule fois. Donc, si vous voulez un rate limit de 10 sur chacun de vos outils, sur toute la durée d'un workflow, vous le passez une fois en lançant le workflow, vous passez -rl 100 et vous avez 100 requêtes par seconde respectées par chaque outil qui tourne dans le workflow. Pareil pour les headers, par exemple. Les headers, c'est important quand vous faites du bug bounty, des choses comme ça. Vous passez souvent un user agent. Donc, vous passez un header user agent, vous mettez votre user agent de bug bounty et derrière, il va s'appliquer à tous les outils qui supportent les headers, bien sûr. Hein, parce qu'il y a des outils qui ne supportent pas les headers, mais en général, on essaye de ne pas les intégrer s'ils ne supportent pas tout ce qu'on veut qu'ils supportent. Quoi. Ouais, il y a quand même des basics qui sont un peu nécessaires pour identifier qui fait quoi, pour...
Voilà. Et j'ai eu quelques déléboires avec des outils qui ne respectaient pas les options de rate limit. Genre c'était un vieux slip mis en best effort, genre les miens au hasard. Hein. Il y a du throttle mais il n'y a pas du rate limit parce que c'est chiant à implémenter. Tant qu'on n'a pas de mid-TM, c'est très chiant à implémenter avec la direction et trucs comme ça. D'accord. Donc c'est garanti moyennant les outils dessous n'ont pas craqué leur implème. Et... Voilà, c'est ça. Ouais. Sachant qu'on regarde un petit peu quand même, et s'il y a des bugs, on les reporte. Enfin, on essaye au maximum de les report. Et c'est là que aussi on peut avoir l'appui de la communauté pour, voilà, s'il y a un des outils qui ne respecte pas bien, il faut leur taper sur les doigts et faire une issue sur leur repo, quoi. Je pense que récemment on a eu un truc avec les proxys, que Caridi respectait pas le proxy en fait, et en faisant un Wireshark, on s'est aperçu qu'il y avait des requêtes qui leakaient, qui passaient pas par le proxy en fait. Et du coup on la reporte et en fait il utilisait. C'était Caridi, c'était pas une main. C'était Caridi, ouais. Bon, ça ressemble à du request où ils ont pas mis le proxy égale proxys quelque C'est part. Ça, en fait, c'est ça. Il y avait l'option si tu veux, mais. C'était globally donc ça. Dans le code, moi, voilà, je regarde le code et je me dis putain, mais en fait, le proxy est respecté nulle part et il n'est pas implémenté, quoi. Donc je les report et ensemble on a fait la paire pour ajouter le support de proxy. God's work, avoir la motivation de remonter les trucs, les fixes upstream et faire bouger les choses. C'est ça. C'est le plus chronophage. Faire son outil c'est bien, mais aller faire bouger les statu quo plus haut pour faire avancer les choses en upstream, c'est dur des fois. Bah oui, carrément. Le truc c'est que là c'était grave quand même. Bah ouais. Ça passe pas par les proxys. Il y a des fixes plus graves qui ont nécessité un hard fork pour que ça avance. Hein. Ah bah oui, clairement. Et du coup, si vous voulez un sécateur et que vous voulez maintenir 3, 4, 5 projets qui ont été hard fork parce qu'ils sont trop bien, mais pas flexibles. Non mais carrément, et puis il y a des outils qui sont plus... où tu reportes une issue et personne te répond, quoi. Par exemple GF, moi j'adore GF, je trouve que c'est un très bel outil pour faire du grep sur des patterns d'enregistrement et tout. Mais en fait là on s'est aperçu qu'il répondait pas depuis 4 ans, quoi. Donc là on est en train d'implémenter un autre outil qui fait la même chose, qui s'appelle Pattern Harvester, qui sortira un peu plus tard. Écrit en Go, pareil, qui respecte le format de GF parce que c'était parfait, mais qui fait un peu plus de choses et qui sera maintenu, quoi. Et s'il est plus maintenu un jour, on le dira et quelqu'un d'autre reprendra le flambeau, etc. Enfin, c'est le but de l'open source aussi, et pourquoi on est allé en open source, c'est aussi pour ça. Et on pense vraiment que le fait que ça soit en open, ça devienne meilleur que des outils propriétaires en fait, parce qu'il y aura l'appui de toute la communauté, et de plein de pentesters, plein de développeurs, etc. À partir du moment où de toute façon vous avez des utilisateurs réguliers, ces gens-là qui vont l'utiliser vont être amenés à remonter des bugs, à faire évoluer les choses et apporter des choses. Donc surtout ils le pourront. Le nombre de fois où tu as un programme propriétaire, t'as envie de le patcher et t'es obligé d'aller le reverse alors que juste tu pourrais lire le code et leur dire c'est cadeau, c'est pour moi, bug fixe, enjoy. Tu peux pas. Enfin, tu peux, mais à quel coût? C'est frustrant en plus. C'est ça. Puis est-ce qu'ils vont te considérer en fait aussi, parce que c'est aussi ça. Bah oui. Là, t'en demandes beaucoup. Est-ce qu'ils vont te respecter? Petite question, mais un peu méta. On a parlé des méta-options, mais est-ce qu'il y a des méta-options, non pas pour les outils, mais pour sécateurs? Par exemple, le fait de dire, là, je vois qu'il y a de la super color, et Patia me disait, vraiment, l'output est incroyablement cool et agréable à lire, à utiliser. Moi qui fais des greps dans tous les sens, et des pipes, des fois, la couleur, ça me sort par les yeux. Est-ce que ça auto-détecte le pipe en sortie pour désactiver la couleur au sein de sécateur? Sinon, clairement, suggestion, et je ferai une issue à l'occasion. Non, mais si tu pipes, forcé. Si tu pipes, je te conseille d'utiliser le flag raw là. Je parle même pas tant de l'output. Par exemple, si des fois pour trouver une option, je vais sécateur-help, pipe FZF pour avoir du fuzzy find dans les options du tool. Non, on n'a pas travaillé là-dessus. Mais toi, je sais que t'es un expert des pipes. Alors, on a Pentium ici présent dans le chat. Petit expert. Passionné. Non, mais ça, c'est intéressant comme feature de pouvoir disable en gros le color d'output des help, etc. pour pouvoir les parser mieux. Ouais. LS par exemple, tu fais un LS LH, il te fait un petit truc coloré nickel. Oui. Dès que tu le pipe, il va stripper la couleur parce qu'il sait que ça va niquer tout tes. Ah ouais, mais
tu vois, Tout je est sais réglé même pas avec comment tout tu peux détecter que ton outil il est pipe avec un Détecte la outil d'affaires. présence de file descriptor open Ah qui oui. soit de autre chose. Mais c'est tricky, Non, ça le qui fait. veut faire une PR? Non mais en vrai, l'autodétection on s'en fout. Juste avoir un dash Bien sûr, un color, flag, always, c'est bien. never, Ouais. auto. C'est ça. ça. Bah, en vrai, ça pourrait être carrément un flag dans la config ou un flag de CLI, quoi. Enfin, ouais. Ouais, c'est clair. C'est une bonne idée. Moi, personnellement, j'ai jamais pipé de help de trucs. Ouais, mais ça, c'est vous, vous avez le temps de lire l'aide en entier, alors qu'on pourrait juste lire 10% et se Moi, plaindre je fais après des que c'était greps pas comme assez ça, clair. là. Ouais, je fais Mais ça, là. pourtant, vous avez pas fait assez de Ah, man bah, avec tiens, tous ça les marche. outils que Y a vous pas avez de analysés. couleur. Attends, ça marche, il n'y a pas de couleur. C'est bon, ça implémente. Très beau jeu. Et bah, écoute, franchement, Time to Market, 20 minutes, 5 Non, minutes. mais ça, 2 minutes. pour le coup, c'est pas nous. Hein. C'est Rich qui a dû l'autogérer, mais Je pense que c'est bien c'est fait. Rich qui gère ça. Ouais. Et tant mieux, ou clique potentiellement. Ouais, mais en fait, on utilise Rich Click. Ouais, c'est une intégration de click avec des couleurs en fait. Donc je pense qu'ils ont pensé ils ont pensé à ça. Et tu vois, j'avais jamais fait grep de mon Ouais, help. Et juste, t'as un petit FZF installé là ou pas? Non. Ah, terrible. Non, c'est une est-ce box de test là. Enfin, est-ce que t'as mise installée ou SDF? Non, j'ai rien. Là. C'est pas grave, Franchement, t'en j'ai mets pas. C14 et tous les outils. Juste l'idée d'avoir du bon gros fuzzy find où tu tapes tes mots-clés et ça te Ouais. fait un approximative grep avec pas mal de previews. T'as pas un one-liner pour installer FZF là? T'as des trucs, déroule la démo. Au pire, t'as la fois du screen share ou des choses comme ça. Ouais. En soi, les gens, viewers de ce stream, sont habitués à ce qu'on fasse des maxi FZF flex. Ah, Tu peux avancer. d'accord, ça marche. Ouais. Ouais, je vois sur le repo, brew install et après. Fais l'install via Git. Fais l'install Ouais, via ouais. Git, sinon ça va pas mettre les bons hooks dans un SH et t'auras pas l'historique, le télescope et tout. D'accord. Ok, bah vas-y fonce. On n'arrête plus. Bon, si l'install marche pas, j'abandonne. Ça va marcher. Et c'est clean. Oui. Ok, Yes. Encore que. Ok, donc là si tu refais ton petit help pipe SZF. Allez. Attends, mais c'est là. Faut que je ressource. Ah oui. Nice. Et donc là tu peux taper genre, je sais pas, limit, rate, speed, proxy. Ah ouais, ok. Ah bah du coup tu lis plus les outputs et tout de la même manière. Ah ouais. Ah oui, c'est sûr. Donc t'as Ouais, ça et t'as quand même la partie CTRL R pour ton historique et CTRL T pour faire du fuzzy find dans les fichiers. Donc là par exemple pour faire un C14 X scan, il y a un CTRL T pour aller fuzzy find ta word list. Juste tu remplaces ton CTRL... Ouais. Juste quelque chose jusqu'à devoir choisir un fichier. Ah oui, mais ça y est, je m'en souviens, je l'avais déjà installé. Ah oui. Ok. Yes. Ah oui, on l'avait testé. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Non, Ah j'avoue bah, c'est quand même j'avoue chouette. qu'il faut que j'utilise des outils de productivité, nous qui développons. Ah bah un si outil c'est de votre moto, oui, il va productivité. falloir à un moment. Ouais, carrément. Ok, donc bah, si tu veux, on continue un petit peu. Et puis je vous montre un peu 2-3 options parce que c'est intéressant quand même, je pense. On va se faire du Wikipédia, hein, ils nous pardonneront. Si on disclose, si on trouve quelque chose, ouais. Bon, pour l'instant, genre, j'ai HTTPX, ça va être un peu la commande de base parce qu'elle se lance rapidement et que. Parce que t'as mis un slash. Oh là là, mais ouais, le gros doigt, bah c'est pas grave, j'enlève le HTTPX.